Bonjour et bienvenue sur Mediapart pour un débat sur les relations entre l'Union européenne et la Russie et en particulier sur les sanctions contre la Russie qui doivent être maintenues ou levées dans les prochains jours. Ça va être décidé à Bruxelles. Alors ces sanctions, on s'en souvient, elles ont commencé à être mises en place au lendemain de l'annexion de la Crimée en mars 2014. Elles visaient au départ des personnalités proches de Vladimir Poutine, le président russe. Elles se sont ensuite étendues au fur et à mesure que le conflit s'aggravait dans l'est du pays, dans l'est de l'Ukraine, et elles se sont élargies à des secteurs comme l'énergie, la finance et la défense. En réponse, Moscou a prononcé un embargo sur les produits agroalimentaires français notamment, et depuis tous les 6 mois, les Européens décident de reconduire ou de lever ces sanctions. Alors, faut-il lever les sanctions européennes contre la Russie et quelles relations la France doit-elle établir avec le voisin russe? C'est le sujet du débat aujourd'hui. Pour cela, j'ai invité 3 personnes. Alors, je vous présente Nicolas Hénin, journaliste indépendant, auteur de La France russe, ouvrage d'enquête qui vient d'être publié chez Fayard. Autour de moi, il y a également Nathalie Goulet, sénatrice UDI, Union des démocrates indépendants, et puis Vincent Boulet du PC, du Parti communiste, et qui est également membre de la direction du Parti de la gauche européenne. Alors, je vais commencer avec vous, Nicolas Hénin. Dans votre livre, que j'ai à côté de moi, vous montrez notamment combien les réseaux russes ont, pénétré dans différents milieux en France, et en particulier le milieu politique. Alors j'ai envie de vous demander, pourquoi est-ce que la France intéresse-t-elle autant la Russie? Parce que la France est un État pivot en Europe, que si la France tombe, c'est une clé de voûte de l'Union européenne qui tombe avec elle. Et puis en plus, la France est une cible relativement facile. On est une ancienne grande puissance, mais sur le déclin. On a aussi une société qui a été beaucoup fragilisée par la crise économique, par les attentats, par les questions, les discours populistes. Et au final, on présente une réelle sensibilité et une réelle exposition à une ingérence étrangère. Alors vous l'expliquez aussi dans votre ouvrage et vous y consacrez tout un chapitre, la France est aussi un terrain intéressant pour les services de renseignement russes. Évidemment, puisque la France est malheureusement un pays dont les structures du contre-espionnage ne sont pas particulièrement robustes, on va dire. Et c'est ce que j'ai découvert par le biais d'une note d'évaluation de l'activité des services de renseignement russes en France, qui font un travail notamment d'influence extrêmement fort et qui ont progressivement renforcé leurs moyens d'action sur notre sol, au point, estime cette note que j'ai pu consulter, d'être revenus au même niveau d'activité que celui qu'ils avaient durant la guerre froide. Donc les réseaux russes sont effectivement infiltrés à différents niveaux, donc que ce soit le renseignement, que ce soit la politique, et notamment il y a des partis politiques qui semblent aujourd'hui de plus en plus influencés par la rhétorique du Kremlin. Alors, vous vouliez dire quelque chose? Oui, c'est la force vraiment, je pense, de ce discours porté par la Russie, c'est qu'il a un discours pour chacun, aux personnes d'extrême gauche, il va offrir une alternative à l'hégémonie financière américaine. Aux personnes d'extrême droite, il va offrir un discours de résistance face aux vagues migratoires et à la propagation de l'islamisme militant. Aux militaires, il va offrir un discours là aussi de lutte contre le terrorisme. Aux personnes religieuses, il va offrir un discours civilisationnel chrétien face au sentiment d'une déchristianisation de la France, etc., etc. On peut décliner. Au milieu d'affaires, il va promettre des opportunités d'investissement. C'est un discours que chacun peut adopter, d'où le fait qu'il n'y a pas au final de lobby russe, mais une agglomération, une constellation de réseaux. Et en particulier à droite. Alors Nathalie Goulet, je vais m'adresser à vous, puisque vous faites partie de cette grande famille de la droite, une famille
peut-être un peu centre. éclaté aujourd'hui. Vous êtes effectivement davantage au centre. Mais qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui de cet éventail à droite de l'échiquier politique français? Vous avez voté vous-même contre cette résolution qui a été votée récemment au Sénat au début du mois de juin, donc, qui demandait la levée des sanctions, et dans un premier temps la levée immédiate des sanctions visant les personnalités. Une écrasante majorité a voté pour la levée, vous avez voté contre. Écrasante est le terme. Voilà. Pourquoi vous êtes opposé à cette D'abord, je décision. ne sais pas quand Nicolas Hénin parle de la France qui tombe, je voudrais savoir elle tombe où, elle tombe de où, elle va vers où, tomber, c'est pas très clair, il faudra que vous m'expliquiez ce que vous voulez dire. Ensuite, la critique que vous portez sur nos services et sur notre sécurité m'inquiète un peu. J'ai moi-même été inquiet de le m'inquiète découvrir. un peu, surtout dans une période particulièrement difficile où on a un certain nombre d'accords et où un certain nombre d'autres pays trouvent que précisément nos services travaillent bien. Donc de ce point de vue-là, je ne peux pas partager ce que vous dites, même pas du tout. Je trouve que c'est un discours de déclinologue qui est pas porteur ces jours-ci et pas porteur en ce moment. Ceci étant, vous m'interrogez maintenant sur la perception de la Russie. Je ne vais pas parler pour mes collègues. Je vais me contenter peut-être de parler pour moi, si vous le voulez bien. Si vous voulez, on a plusieurs options. Vous avez un certain nombre de gens à droite, au centre et ailleurs qui sont, enfin moins chez vous forcément, mais qui sont franchement des gens atlantistes. Vous avez des parlementaires qui sont nettement atlantistes. Notre collègue Pierre Lelouch ne fait pas mystère, il soutenait la guerre en Irak, etc. Celui-là, il est franchement atlantiste. Donc vous avez cette catégorie qui sont convaincus. Je veux dire, il n'est pas payé par un lobby américain. Vous pourriez faire exactement le même livre sur les lobbies israéliens en France, ce serait sûrement très intéressant. Ou sur les lobbies américains, je pense que ce serait aussi intéressant de vous faire une petite collection, une encyclopédia universaliste des lobbies en France. Je pense que c'est pas mal. Bon, et puis vous avez des gens qui sont qui ont plutôt une tendance à penser, dont la pensée a évolué, c'est-à-dire qui étaient évidemment bouleversés et qui ont largement condamné l'annexion de la Crimée, et puis qui, au fur et à mesure des sanctions, se sont trouvés eux touchés. Pas directement, je ne parle pas de lien de conflit d'intérêts, mais dans leur circonscription, en matière agricole, en matière industrielle, etc. Et qui, parce que hashtag dessine-moi tes frontières tout seul, on est fauché, finalement se sentent le cœur léger et légitimé parce que la crise économique aidant, levons donc les sanctions puisqu'elles nous font du mal. Bon. Puis vous avez une autre catégorie de gens dont dont je pense que je fais partie, qui sont des gens qui considèrent que le droit international est un et indivisible, qu'on ne se dessine pas des frontières seul, qu'on n'envahit pas son voisin, voilà, et que ceci mérite des sanctions. Que par ailleurs, le régime international des sanctions est quand même à géométrie variable, puisque pour l'Iran, il ne fallait pas l'élever, c'était catastrophique. Pour la Russie, il faut l'élever parce que c'est catastrophique. Quant à d'autres pays dans des conflits, notamment au Moyen-Orient, des sanctions, on n'en parle jamais. Donc, ma position était de ce point de vue-là assez claire. J'ajoute que ce n'est pas du tout une méconnaissance de l'histoire, que mon grand-père est né à Kiev, Russie, qu'il a été fait prisonnier pendant la campagne de Silésie en 17 à Sébastopol, Crimée, Russie. Tout ça sous l'empire du tsar de toutes les Russies, Nicolas II, et que donc je connais parfaitement l'histoire de cette région, y compris de la Crimée, ça ne fait pas de doute pour moi. Donc si vous voulez, il faut penser que les conditions dans lesquelles ces sanctions pénalisent l'économie française ont influé sur des parlementaires dont parfois ils ont du mal à citer 3 pays limitrophes de la Turquie. J'entends bien votre point de vue, mais ce que j'aimerais comprendre aussi, c'est pourquoi est-ce qu'à droite, finalement, un courant qui semblait minoritaire, un courant, disons, pro-russe, ou en tout cas favorable aux relations de bonne entente avec le Kremlin, etc., maintenant semble majoritaire au sein de la droite française. J'ai écouté très attentivement. Je pense qu'il y a un décalage dans le calendrier, c'est-à-dire que l'occupation demeure,
Mais les conditions internationales autour du conflit du Moyen-Orient et sérieusement autour de Daesh, de l'Irak et de la Syrie évoluent. Ce qui fait que nous avons les chrétiens d'Orient qu'il faut défendre, nous avons Daesh contre lequel il faut lutter, nous avons absolument besoin de la Russie comme alliée dans ce combat extrêmement complexe. Et donc on a l'impression que sanctionner d'une main et appeler à l'aide de l'autre pour des sujets aussi variés que l'économie, la lutte contre le terrorisme, la protection des chrétiens d'Orient. Voilà. Finalement, on est en contradiction et que si on lève les sanctions, ce sera plus facile de travailler avec la Russie sur d'autres sujets. Ce n'est pas du tout mon opinion. Et vous, Vincent Boulet, quelle est votre opinion à ce sujet? Faut-il lever les sanctions Eh bien, moi, je pense, et les parlementaires du Front de gauche ont voté pour la levée des sanctions parce que cette politique de sanctions est une impasse. Et d'ailleurs, une partie des classes dirigeantes européennes s'en rendent très bien compte. J'en veux pour preuve la présence de Jean-Claude Juncker au Forum économique de Saint-Pétersbourg cette semaine. Mais nous avons voté pour la levée des sanctions pour 2 raisons principales. La première raison est que ce sont les peuples qui payent le prix des sanctions. Et que ça n'a aucune influence sur les choix politiques qui peuvent être faits par les classes dirigeantes. Ce sont les peuples qui payent le prix des sanctions. Regardez la situation économique en Russie. La politique de sanctions vient s'ajouter à une situation de crise économique due au krach du prix du baril, due aux effets de la crise systémique du capitalisme. On a par exemple aujourd'hui en Russie une très forte inflation qui est de l'ordre de 12%. On a une baisse des salaires réels qui est de l'ordre de 10%. Et on a un plan de privatisation qui a été annoncé par le gouvernement russe de l'ordre de 1 000 milliards de roubles en février 2016, au plus grand plaisir d'ailleurs de l'oligarchie russe. Donc ce sont les peuples qui payent le prix des sanctions en Russie, comme en Europe d'ailleurs. La France était le 3e partenaire commercial, enfin la Russie était le 3e partenaire commercial de la France pour l'exportation en dehors de l'Union européenne en 2014. Oui. Aujourd'hui, donc, cette place n'a plus lieu d'être. Et donc justement, cette réponse de Moscou de prononcer un embargo sur les produits agroalimentaires, selon vous, ça a un impact vraiment direct sur l'économie française? Oui, quand même. Que ce soit pour les fruits et légumes, pour la filière porcine, pour le lait. On est dans l'ordre de 200 millions d'euros de pertes par an, si ma mémoire est bonne. Et il faut savoir aussi que la France n'est pas la seule touchée. La Belgique est également très touchée. Et la Pologne également. La Pologne également. Voilà, donc c'est une question bien européenne. Et quand on voit ce qu'il se passe en Russie, on voit bien que l'économie russe est en train de se restructurer petit à petit, que la production de viande et de fromage, par exemple, commence à augmenter, justement, qui prouve bien là que c'est une impasse et que ça n'influe pas sur ce plan-là beaucoup sur l'économie. Ça, c'est la première raison pour laquelle nous sommes pour la levée des sanctions. La seconde raison... Je vous vois sceptique, on reviendra peut-être... Non, je ne vais pas couper mon collègue. Non, pas du tout. Mais c'est un discours qui me rappelait sérieusement la nouvelle politique économique de Lénine. C'est curieux, j'avais le sentiment que j'avais déjà lu ça quelque part. La seconde raison... Oui, dans Nouvelle politique économique, il y avait une nouvelle politique. Oui. La seconde raison... Lénine aussi. La seconde raison, c'est que cette politique de sanctions s'inscrit dans une logique de guerre froide. On est là à une véritable régression des relations internationales autour d'une logique de bloc. Nous sommes pour la sortie de cette logique de bloc. On ne peut plus raisonner comme on pouvait raisonner au XXe siècle. Alors d'ailleurs, cette logique de bloc sert aussi le pouvoir actuellement en place à Moscou, qui trouve aussi son prétexte pour faire de la surenchère, donc ça marche dans les deux sens. Mais il ne faut pas enlever à l'Union européenne et à l'OTAN ses responsabilités dans cet retour à la logique de bloc qui concourt à la militarisation accrue des rapports de force internationaux, et c'est une impasse dangereuse. Quand on voit par exemple qu'en ce moment l'OTAN est en train de se livrer au plus vaste exercice militaire depuis 1989, et ça se passe aux frontières de la Russie, en Pologne et en Lituanie, c'est pas pour rien. Quand on voit que le prochain sommet de l'OTAN qui aura lieu à Varsovie début juillet va renforcer encore la place de l'OTAN en Europe de l'Est, on est vraiment dans une situation très grave d'impasse et très dangereuse. J'ajouterais que l'OTAN a déjà annoncé le déploiement de 4000 militaires supplémentaires en Pologne et dans les pays baltes. Nathalie Goulet, vous souhaitiez réagir? Oui, je voudrais réagir parce que la politique de l'OTAN est une politique
dont je ne partage pas la philosophie. Et je ne la partage pas pour une raison qui va encore me faire beaucoup d'amis, c'est notamment l'incurie et puis la dangerosité d'un certain nombre d'actions. Je considère que ce n'est pas le moment d'organiser ce genre de choses. Et en même temps, pour avoir siégé à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN pendant une dizaine d'années, je sais la demande des pays limitrophes de la Russie, je parle des pays baltes et précisément de la Pologne, sur un parapluie protecteur. Donc, si vous voulez, je ne partage pas du tout la position va-t-en-guerre de l'OTAN, ça c'est clair. Je la partage d'autant moins que récemment, l'État d'Israël y a ouvert un bureau, ce qui, à mon avis, présente d'autres types de dangerosité dans une autre partie du monde qui m'est un peu cher. Mais je ne suis pas loin de partager, en tous les cas, en filigrane, le fait qu'il y a un jeu dangereux qui est dû aussi à l'absence complète de leadership sur la scène internationale. C'est-à-dire qu'on n'a pas un vrai leader international qui est capable de diriger une politique. Et ce faisant, les instances comme l'OTAN, qui a le mérite ou pas le mérite, qui existe comme elle est, et on a rejoint le commandement intégré grâce ou à cause de Nicolas Sarkozy, pour lequel moi, alors je n'étais pas du tout d'accord, mais le problème ne se pose pas, je ne suis pas là. J'ai voté contre l'intervention en Libye, par exemple, et j'ai soutenu largement Jacques Chirac de ne pas rentrer en Irak. Mais si vous voulez, s'il y avait un leader international de poids, l'OTAN aurait probablement moins de liberté et serait, parce qu'on se raccroche à ce qui existe, vous comprenez. Et en ce moment, l'Ukraine est aussi un sujet qui permet à l'OTAN de remplir la nature a horreur du vide, la politique aussi. Et donc l'OTAN, hélas, renforce avec des gens qui sont quand même inquiets aux frontières de la Russie. Il y a les Biélorusses aussi. Et puis, pardonnez-moi, mais enfin, on a quand même, pour les gens qui font un peu de politique dans cette région du monde, la Russie n'est pas ma spécialité, mais le Caucase l'est un peu, et on a quand même un certain nombre de conflits gelés dans le Caucase, dont la Russie est quand même familière, et on va voir exactement ce qui va se passer. On a l'Abkhazie, l'Ossétie, le Nagorno-Karabakh et maintenant l'Ukraine, et demain matin, la Transnistrie. C'est l'un des grands talents Nicolas, d'ailleurs que que celui de la diplomatie russe, Voilà. que de devenir populaire vis-à-vis des antimilitaristes, de tous ceux qui détestent l'impérialisme, en disant regardez les Américains et leurs interventions de par le monde, en faisant oublier la Tchétchénie, la Géorgie, l'Ukraine et la Syrie, comme si à côté d'un axe américain qui serait celui de l'ingérence et de l'impérialisme, eh bien on aurait une Russie qui serait un parangon de vertu et de défense des souverainetés nationales. Exactement. Alors, Paradoxal. Vous vouliez réagir par rapport également à ce que vous disiez, j'ai deux remarques à faire. Sur la place de l'OTAN, on a quand même un sérieux problème avec l'OTAN, ne serait-ce que parce que, à ma connaissance, c'est une des seules alliances militaires de cette ampleur qui a continué à exister après que la menace contre laquelle elle prétendait lutter à ses origines ait disparu. Ce qui pose un sérieux problème quand même d'équilibre global des relations internationales. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas dans un monde de recherche de leadership, on est dans un monde qui est multipolaire, voire dans un monde qui est apolaire, comme le disent certains géopolitologues. Et je pense qu'il faut tenir compte de cette réalité et ajuster la politique de la France, non pas comme le fait François Hollande, dans les pas d'ailleurs de Nicolas Sarkozy, malheureusement, autour d'une logique d'inscription de la France vraiment dans un bloc donné, mais que la France puisse jouer son rôle. Vous disiez, Nicolas Hulin, que la France joue un rôle pivot. Oui, la France joue un rôle pivot. Nous sommes pour que la France puisse jouer un rôle pivot, y compris sur le rôle diplomatique, en faisant des propositions qui puissent permettre de sortir par le haut de cette logique de bloc. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous sur tout votre discours sur la souveraineté. Le problème, c'est que la plupart des Français, des dirigeants politiques français qui se réclament d'une forme de souveraineté, eh bien, pour asseoir leur étiquette de souverainisme sur une adhésion forte aux positions du Kremlin. On n'est pas sur une politique souverainiste, en tout cas ce n'est pas les positions du Parti communiste français, qui sont au contraire justement d'essayer d'avoir une politique qui puisse servir les intérêts des peuples et des
des peuples européens et aussi des peuples en dehors de l'Union européenne. Il y a quand même la politique de voisinage, la question de la politique de voisinage de l'Union européenne qui est posée. Et la deuxième remarque que je souhaitais vous faire, c'est par rapport aux gouvernements qui sont actuellement en place dans un certain nombre de pays d'Europe de l'Est. Je pense en Pologne ou je pense en Hongrie ou dans des pays baltes. On est en face de gouvernements qui sont de plus en plus autoritaires et qui posent de sérieux problèmes aujourd'hui, je pense, à l'Union européenne et aux diplomaties de l'Union européenne, contre lesquelles l'Union européenne fait très peu de choses. Et je pense que c'est un réel problème, et je pense que ces gouvernements sont soumis à des forces nationalistes, de régression, d'extrême droite, qui influent sur la diplomatie de l'Union européenne et sur la diplomatie des pays membres de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie, pour renforcer cet aspect d'impasse dangereuse dans lequel nous nous trouvons actuellement. Justement, c'est ce qu'on va voir aussi avec la décision européenne au final qui sera prise sur les sanctions, c'est est-ce qu'effectivement l'Union européenne arrive encore à parler d'une voix ou pas. C'est aussi là l'enjeu de ces décisions qu'on attend à Bruxelles. Mais le fait de décliner un certain nombre de vérités, les régimes dont vous parlez, l'OTAN de côté, le monde multipolaire, etc., le fait d'ajouter un certain nombre de vérités ne fait pas une démonstration. Je veux dire, tout ça ne justifie pas un fait très simple qui est l'occupation de la Crimée. Voilà. Alors, que le monde soit multipolaire, on est tout à fait d'accord, et se tourne de plus en plus vers l'Asie, l'Inde, la Chine, etc. Bon, ça, on est tout à fait... Tout ça, on est d'accord. Il n'y a pas de doute sur l'analyse. Mais c'est les conclusions qu'on en tire qui ne vont pas. Ça ne justifie pas ce qui s'est passé. Et comme le calendrier n'est pas le même et que vous savez que les politiques ont la mémoire d'un poisson rouge, surtout quand l'économie s'en mêle, à partir de ce moment-là, on a oublié ce qui avait fait prendre les sanctions pour revenir à ce débat très intéressant sur les régimes autoritaires des pays que vous citez, et vous en avez probablement même oublié, etc. Bon, voilà, pas être exhaustif. Non, mais c'est très bien. Voilà, donc tout ça, si vous voulez, la situation ne peut pas se résoudre dans un espèce de manichéisme béat, les gens sont gentils ou ils sont méchants, ils font ou il ne faut pas. C'est un tout petit peu plus complexe que ça, et malheureusement, le temps joue pour la Russie, parce que le temps de la Russie n'est pas le temps de l'Europe, n'est pas le temps des congrès, n'est pas le temps, etc. Et donc, la Russie marche sur un autre calendrier. C'est précisément aussi ce que vous disiez dans votre ouvrage, Nicolas, et je vais revenir d'ailleurs sur votre livre pour vous lire juste un petit extrait. Vous écrivez dans votre ouvrage « Il n'y a pas en France un lobby russe, grande construction dont les marionnettistes seraient l'ambassade ou le Kremlin, composé de bons petits soldats formatés constituant la 5e colonne de Vladimir Poutine. Il s'agit là d'un type de représentation que nous laissons volontiers à nos contradicteurs. En revanche, il y a dans le monde politique, dans les médias, les institutions, y compris celles de la sécurité nationale, le monde des affaires ou, parmi les intellectuels, énormément de personnes qui reprennent, parfois à la virgule, mais pas toujours consciemment, les éléments de langage diffusés par le Kremlin. Alors j'aimerais que vous me disiez, Nicolas, dans le monde politique, justement, quelles sont ces personnalités qui vous ont semblé problématiques au cours de votre enquête et dont le discours est complètement calqué sur celui du Kremlin. Il y en a un certain, je parle au-delà de l'extrême droite dont on connaît déjà les rapports et dont Mediapart a révélé notamment les liens financiers. Mais quelles sont les personnalités On a un certain nombre de parlementaires qui se sont rendus en Crimée, se sont rendus en Syrie. On a des députés PS comme républicains qui se sont affichés et dans des voyages assez scandaleux. Et il y a une chose qui est bien, qui est très pratique en fait avec les éléments de langage et les réseaux sociaux. C'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent de trahir le cheminement des éléments de langage. J'ai discuté avec un chercheur, un géographe à l'origine, qui travaille parfois avec le secteur de la défense et qui a mis en place un logiciel de cartographie des éléments de langage dans les réseaux sociaux pour voir comment un élément de langage qui va d'abord apparaître au niveau
de l'ambassade ou du ministère russe des Affaires étrangères, eh bien, va se propager et être progressivement repris par telle ou telle personnalité politique ou telle famille politique. Et on peut voir comment ça se diffuse. Et en fait, les réseaux sociaux sont pratiques pour faire de la communication politique, on va dire, voire de la propagande. On peut même, ça permet de toucher très rapidement beaucoup de personnes. Le problème aussi, c'est que ça permet de voir, de cartographier les affinités et de révéler que tel homme politique, là je pense en particulier, mais qu'il me pardonne parce que ces derniers temps je suis beaucoup tombé dessus, à Nicolas Dhuicq, qui est un député républicain, qui n'est pas le plus visible d'ailleurs dans la bande, mais qui ces derniers temps sur son compte Twitter reprend, mais de façon vraiment confondante, les éléments de langage développés par le ministère russe des Affaires étrangères. Mais alors ça, c'est de la simple adhésion, c'est de l'idéologie ou c'est par intérêt? Écoutez, c'est difficile à fixer. Et sachant que quand bien même on a d'un certain côté des idiots utiles, de l'autre côté des agents d'influence, donc des personnes qui sont traitées, eh bien, le curseur n'est pas toujours facile à placer d'un côté ou de l'autre. Et c'est évidemment difficile aussi à démontrer. Évidemment. Nathalie Goulet, justement, je voulais enchaîner sur une question à propos justement des personnalités de votre parti. Il y a à l'UDI donc, un sénateur qui s'appelle Yves Pozzo di Borgo qui est allé justement en Crimée l'année dernière alors que la Crimée était déjà annexée et qu'elle n'était pas reconnue comme telle par la France ni par l'Union européenne. Comment vous expliquez ça? Est-ce que de la résolution que vous avez tant critiquée? Exactement. Oui. Alors, une petite minute. D'abord, la diplomatie parlementaire, ça existe, et il y a une différence entre le Parlement, la séparation des pouvoirs. Donc, théoriquement, le Parlement est libre de ses actes. À ce titre, mon collègue Pozzo di Borgo voyage où il veut, c'est parfait. Moi, je fais partie d'une autre école. Moi, je fais partie d'une école où la France parle d'une seule voix. C'est-à-dire que si la France déclare des sanctions et interdit de voyager ici ou là, moi je n'y vais pas. Voilà. Bon, mais ça c'est la vieille école. C'est comme ça que j'ai appris mon métier. Donc je ne serais pas allée en Crimée pour vous répondre, et je ne serais pas allée en Syrie, d'ailleurs je n'y suis pas allée. Donc, enfin pas en tous les cas serrer la main de Bachar el-Assad. Oui, parce qu'il y a eu également ce voyage aussi que je n'ai pas mentionné, mais en mars dernier, effectivement. Alors, je pense, pour le connaître un peu, je pense que Yves Pozzo di Borgo est absolument convaincu de ce qu'il dit. Je dirais, pour moi, il est absolument convaincu d'être dans la ligne qui doit sauver, en tous les cas, le monde et l'équilibre des forces. Je pense qu'il est absolument convaincu. Et alors, ce qui m'a fait plaisir dans ce que vous avez dit, c'est que, à part les idiots utiles, etc., vous avez cité des gens qui avaient des idéologies. C'est-à-dire que vous concevez, et c'est quand même un soulagement, que des gens puissent agir sans lien ou sans conflit d'intérêts. Et ça, c'est quand même une bonne chose, parce que ça existe. Ça existe. Bon. Il y a des gens qui sont convaincus. Moi, j'ai été convaincue qu'il fallait lever les sanctions contre l'Iran. Je n'ai aucun lien avec l'Iran. Je n'ai jamais touché un rial d'un mollah. Je honnie le régime des mollahs. Ça ne m'a pas empêché de soutenir la levée des sanctions. Bon. Dans le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, je prends parti pour l'Azerbaïdjan parce que je pense qu'ils ont raison. J'avais centime de l'Azerbaïdjan, mais si vous voulez, oui, quand vous soutenez des gens, vous pouvez tout de suite être partie d'un lobby d'être payé avec ça. C'est évidemment pas nécessairement parce qu'on est traité par les services de renseignement du pays en question. Non, mais c'est pas, voilà, il faut aussi concevoir que des gens peuvent avoir, sur un sujet ou un autre qu'ils connaissent particulièrement bien, je peux vous dire que je soutiens la création d'un État palestinien, et que, rassurez-vous, je n'ai jamais touché un centime, ça fait 10 ans que je ne suis pas allée en Israël, que je souhaite d'ailleurs
dans des frontières sûres et reconnues. Donc on peut aussi avoir des convictions en politique étrangère. Le président Raffarin soutient l'ouverture avec la Chine depuis toujours, et voilà. Bon, enfin, voilà. Donc il faut aussi concevoir qu'on puisse avoir des convictions sans être lié, sans être payé, sans avoir des... Mais comment se fait-il qu'au sein d'un même parti, vous ayez des opinions aussi opposées? C'est la liberté. Est-ce que vous en discutez en interne? Écoutez, dans le groupe, c'est quoi la position internationale de l'UDI? Dans le groupe auquel j'ai l'honneur d'appartenir, vous avez Hervé Moret, président du groupe d'amitié France-Ukraine, quand même pas rien, assis à côté d'Yves Pozzo-di-Borgo, discutant de cette résolution, où l'un a déposé une motion d'irrecevabilité et l'autre l'a fait voter. Donc voilà, vous avez M. Rochebloine à l'Assemblée nationale qui veut une commission d'enquête sur l'Azerbaïdjan, l'ancien ministre Bockel et un certain nombre d'entre nous qui sont plutôt en faveur d'un règlement en faveur de l'Azerbaïdjan. On a des positions différentes sur l'Israël, sur la Palestine, sur un tas de sujets, et c'est normal parce qu'on est un mouvement qui avons une liberté de penser. Moi, je trouve que c'est plutôt sain. Et à gauche également, il y a des personnalités qui semblent un petit peu, disons, originales sur ces sujets. Dans l'ouvrage de Nicolas Hénin apparaît la figure de Georges Kuzmanovic, qui est le monsieur question internationale de Jean-Luc Mélenchon, un homme qui apparaît franchement pro-Poutine. Alors, est-ce que c'est lui qui détermine la position, en termes de diplomatie, la position du Front de gauche et donc de ses composantes ? Eh bien, écoutez, je n'ai pas à commenter les prises de position réelles ou supposées du parti de gauche. Ils ont largement l'occasion de s'exprimer par ailleurs et je vous laisse leur poser la question. Mais ce qui est intéressant dans votre question, c'est la question de la politique internationale et comment on élabore une politique internationale à gauche. Aujourd'hui, le Front de gauche, pour beaucoup de raisons, a perdu sa force propulsive. Et nous souhaitons, c'est valable sur les questions internationales comme sur plein d'autres questions, réenclencher une dynamique à partir de la démarche originale du Front de gauche qui était de refonder la gauche sur toute la gauche, sur une base de gauche. Et donc la question de la politique internationale, pour nous, découle de cette exigence-là. On parlait tout à l'heure de la politique internationale de la France. La question qui nous est posée aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'une politique internationale de la France, pour nous, sur des bases de gauche? Alors que... en tout cas pour nous sur des bases de gauche. Oui, j'entends. Mais alors que François Hollande, sur ça, comme sur plein d'autres sujets, a complètement tourné le dos à une orientation de gauche. Pour nous, qu'est-ce que c'est qu'une orientation de gauche? C'est que la France joue un rôle dans l'encouragement de la coopération et puisse faire des propositions pour sortir justement de cette logique de bloc, en prenant compte des relations et du multilatéralisme aujourd'hui, comme je disais, des relations internationales, en faisant en sorte que ce ne soit plus l'OTAN qui fixe l'agenda de la politique de la France, et en refondant l'Union européenne, y compris sur la manière dont l'Union européenne dialogue avec ses voisins à l'Est et au Sud d'ailleurs. Nous souhaitons travailler autour de l'idée d'union des peuples souverains et solidaires qui puisse avancer l'idée d'un espace de paix et de sécurité commun en Europe. Et c'est là-dessus que nous souhaitons avancer et je pense qu'il est possible à gauche de rassembler largement autour de ces idées. Et est-ce que, en tant que parti, le Parti communiste a des liens avec un parti russe? Est-ce qu'il y a des échanges Nous avons des contacts avec les communistes russes. Après, vous n'êtes pas sans savoir que depuis la dissolution du Comintern en 1943, chaque parti est responsable de ses propres prises de position. Mais nous souhaitons développer nos relations et nous travaillons à développer nos relations avec les partis de la gauche, les partis progressistes de la gauche en Russie, comme dans les pays limitrophes d'ailleurs, des partis qui défendent la souveraineté populaire, qui défendent une politique progressiste et qui défendent la perspective de la paix comme élément majeur dans les relations internationales. La Russie est aujourd'hui... Poutine, grand pacifiste. Oui, justement, la Russie aujourd'hui, c'est quand même un pays franchement problématique en termes de droits de l'homme, en termes de respect des droits fondamentaux. Quelle relation faut-il établir aujourd'hui avec la Russie? Est-ce que effectivement Vladimir Poutine doit être un partenaire? Est-ce qu'on peut envisager vraiment une relation, des échanges avec un pays dirigé de manière autoritaire
Bon, écoutez, là je voudrais quand même, en tant que présidente du groupe d'amitié avec les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, Oman, qui sont des grandes démocraties, je voudrais quand même répondre. Je trouve pas ça drôle. C'était la minute trolling de Nathalie Goulet. Non, mais vous ne pouvez pas aujourd'hui calquer. Enfin, c'est complètement illusoire de calquer une politique sur les droits de l'homme, qui sont par ailleurs une question de souveraineté, mais aussi une question d'ingérence internationale. Quand vous voyez ce qui se passe au Yémen aujourd'hui, dans un silence assourdissant, et en même temps, je préside les pays du Golfe, mais je suis intervenue dans une question d'actualité pour dénoncer le traitement de Rafik Badawi et le fait que l'Arabie Saoudite engageait des bourreaux, ce qui est quand même, parce qu'il manquait un peu, l'Arabie Saoudite engageait, il n'y avait pas assez de bourreaux pour les décapitations, quand même complètement moyenâgeux, j'en parle régulièrement à l'ambassadeur, je ne peux pas adhérer à ce genre de choses, ça n'empêche pas qu'on travaille avec l'Arabie Saoudite, qu'on parle et qu'on essaye de discuter avec leur Parlement, aussi peu conforme à l'idée qu'on s'en fait qu'il soit. Bon. Donc, mon sentiment là, sur la question, c'est que vous ne pouvez pas travailler qu'avec les grandes démocraties. Bon. Et en plus, le fait de travailler avec tous les pays me permet quand même une soft diplomatie, ça marche et ça marchera avec l'ouverture de l'Iran si les choses se passent convenablement. Et moi, je crois plutôt en la soft diplomatie qu'au donneur de leçons. Voilà, parce que on n'est pas forcément parfait partout. Vous avez des rapports internationaux sur l'état de nos prisons, sur un certain nombre d'autres choses qui ne sont pas forcément très glorieux. Je pense que la France, grande donneuse de leçons, qui illumine le monde depuis tellement de temps que je ne sais même pas pourquoi on a encore besoin d'électricité. Je veux dire, là aussi, il faut être un peu raisonnable. Tous les pays ne marchent pas au rythme de la révolution de 1789. Donc la Russie, comme les autres, voilà. Donc on ne peut pas mélanger l'invasion, les conflits gelés et une certaine politique de la Russie. L'OTAN, là-dedans, est déjà problématique. Bon, il y a le nouveau concept stratégique, hein, donc ça vous a peut-être sauté l'épisode, mais on a quand même évolué par rapport à ça. Il y a eu quand même une refonte du concept stratégique de l'OTAN, notamment sur la piraterie, sur la cybercriminalité, dont on pourrait parler aussi, parce que c'est un sujet intéressant. Voilà. Et tout ça, oui, on pourrait une grosse implication russe. Voilà. Donc, si vous voulez, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui de la France de Poutine ou des sanctions, franchement, si on doit mettre des sanctions sur tous les pays qui ne respectent pas les droits de l'homme, vous savez... on n'aura plus beaucoup de commerce extérieur. Ni de commerce extérieur, ni autre chose, parce que tous les pays ne peuvent pas marcher. Alors, moi, je suis absolument tout à fait militante d'unifier les droits de l'homme, de supprimer la peine de mort partout où elle existe encore, etc. Je pense que simplement, par respect de la souveraineté de chacun des États, il y a un rythme. Bon. Après, le jour où on fera un débat sur les droits de l'homme, on prend... De fait, juste pour revenir très vite sur le principe des sanctions, tous les politologues expliquent bien que des sanctions ne peuvent être efficaces que lorsqu'elles sont très contingentées. Il faut que les sanctions soient précises, soient d'une certaine façon chirurgicales, ne visent pas un pays, ne donnent pas l'impression qu'on tape un pays parce qu'on ne l'aime pas, mais expliquent bien qu'on a un problème spécifique avec un pays pour des actions précises, avec un calendrier pour aller vers le haut. Si vous faites ça, s'il se passe ça, ça ou ça, voilà un calendrier de sortie. De même que aussi un programme pour aller vers le bas. Si jamais il y a telle ou telle dégradation, eh bien voilà, il faut annoncer ce qu'on est prêt à faire pour potentiellement même propager des sanctions. Il faut rappeler aussi que et ce, quel que soit le pays, là je parle vraiment en général, qu'est-ce qui est efficace en termes de régime de sanctions dans une politique internationale. Il faut rappeler juste aussi que ce régime de sanctions est lié à l'application des accords de Minsk, ce dont on n'avait pas encore parlé. Juste un mot, j'ai beaucoup abusé de mon temps de parole, juste une seconde. Accord de sortie de crise pour le Donbass. Sur les sanctions, je voudrais quand même revenir à un sujet sur lequel je suis un peu obsessionnelle, mais franchement, là, on peut peut-être pas l'avoir en partage. Moi, je voudrais savoir ce qui se serait passé dans la politique au Moyen-Orient si une fois il y avait eu des sanctions contre Israël. Juste une fois, juste pour voir. Juste à l'essai, vous voyez. Bon. Voilà. Les sanctions sont des sanctions. Je veux dire, il y a un moment, quand vous violez le droit international, il faut appliquer la règle et pas du deux poids, deux mesures. Voilà, donc je suis désolée, mais peut-être que si les choses évoluent dans le cadre des accords de Minsk, il y aura une levée partielle et des sanctions. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, sur les accords de Minsk, je pense qu'il faut que tout le monde joue son rôle.
effectivement, il ne faut pas deux poids, deux mesures. La France est une des garantes de l'application des accords de Minsk. Est-ce qu'elle fait pression sur le gouvernement ukrainien pour que lui-même les applique? Non, ou en tout cas très insuffisamment. Quand on voit aujourd'hui que certaines dispositions... Elle fait partie, en tout cas, des interlocuteurs. C'est la position du Kremlin. Excusez-moi, mais c'est le discours Kremlin du régime, du gouvernement russe que vous êtes en train de rapporter. Non, la Russie doit faire pression sur les républiques autoproclamées du Donbass, et les États occidentaux doivent faire pression sur le gouvernement ukrainien pour que les accords de Minsk soient complètement et intégralement appliqués. Voilà. C'est notre position sur la question. Concernant les relations avec la Russie, nous, on dénonce régulièrement les atteintes aux droits, les régressions démocratiques, l'encouragement des logiques guerrières, d'où qu'elles viennent, de Russie comme ailleurs. Et on pourrait parler, vous l'avez fait, de pays vers lesquels la France s'est beaucoup rapprochée ces dernières années, au Moyen-Orient notamment, dans lesquels la situation démocratique est bien pire qu'elle est aujourd'hui en Russie. Donc, je pense que oui, la Russie est un partenaire stratégique pour la France. Alors, sans refaire l'histoire depuis Normandie-Niemen, en tout cas, je pense que la France va proposer une solution pour sortir de cette situation par le haut. Prenons par exemple ce qu'avait proposé Dmitri Medvedev il y a quelques années. Je pense que ça a été une erreur stratégique de la part de l'Union européenne et des diplomaties françaises de ne pas avoir accordé du crédit à la proposition qu'avait faite Dmitri Medvedev en 2008-2009, c'est-à-dire de mettre l'ensemble des problèmes sur la table entre la Russie et l'Union européenne, que ce soit la question de l'extension de l'OTAN dans les anciens pays d'Europe de l'Est, que ce soit la question des conflits gelés, que ce soit la question énergétique, etc., etc., et d'avancer, c'était une proposition russe à l'époque, d'avancer vers l'idée d'une nouvelle architecture de sécurité européenne. C'était dans la foulée de la Géorgie et c'est typique, de la façon russe de procéder. On commence par intervenir, on va en Syrie et puis après on supplie les États-Unis. Est-ce que vous voulez faire une coalition avec nous? On voudrait tellement faire une coalition avec vous sur la Syrie. Le problème, c'est qu'il faut mettre l'ensemble des problèmes sur la table. Il n'y a aucune raison de s'allier avec la Russie en Syrie aujourd'hui. On n'a aucun objectif commun. En Syrie. Oui, je ne partage pas tout à fait ce que vous dites. Mais... Alors, il y a une théorie politique vieille comme le monde qui s'appelle la mitridisation. Ce qui se passe avec la Russie, c'est-à-dire que d'abord, il se passe des choses épouvantables, puis il se passe des choses un peu moins mauvaises, et donc elles ont l'air d'être franchement meilleures. Voilà, c'est un moyen politique, on annonce une mesure, on supprime les dotations des communes, puis finalement on va en redonner un petit peu, donc finalement ça s'améliore. C'est exactement ça, je partage complètement la position. C'est-à-dire qu'à partir du moment où encore une fois, on l'a dit tout à fait au début de notre entretien, à partir du moment où on a besoin de la Russie pour un dossier, encore faudrait vraiment être sûr, ça ne légitime pas ce qui se passe par ailleurs, il faut dissocier les choses. J'ajouterai, puis après on s'acheminera vers la fin de ce débat. Tout récemment, Vladimir Poutine s'est rendu en Grèce. Il a rencontré Alexis Tsipras, il a signé des contrats, ou en tout cas des promesses de contrats dans le cadre des privatisations grecques. Alors que voilà, on est encore sous ce régime des sanctions. Est-ce que ça vous semble normal, une visite comme ça, bilatérale, dans ce cadre d'une politique européenne qui tentait quand même d'être unifiée? Je trouve que ce qui n'est pas normal dans le dossier grec, c'est la manière dont l'Union européenne s'est comportée vis-à-vis du ça, gouvernement grec. Et donc, mais ça a quand même un lien. C'est qu'en essayant de faire asseoir ou coucher le gouvernement grec dans une espèce de lit procuste dans lequel il se trouve actuellement, c'est-à-dire sans aucune marge de manœuvre, où aujourd'hui la Troïka, ils sont maintenant 4, mais l'ancienne Troïka impose au gouvernement grec de prendre des engagements sur le budget de 2018, même plus sur le budget de cette année, dit de 2017, mais de 2018, pour dire faites ceci, sinon vous pouvez faire une croix sur la question de la renégociation de la dette. Ça ferme en fait toutes les portes possibles de manœuvre au gouvernement grec. Donc le gouvernement grec que nous soutenons au PCF, Syriza et le gouvernement d'Alexis Tsipras, cherchent à se donner des marges de manœuvre et plus d'ouverture. Et je pense que c'est dans ce sens-là que les relations entre la Grèce et la Russie ont pris le tour qu'elles sont en train de prendre actuellement. Sauf que jusqu'à maintenant, c'est l'Union européenne qui a largement refinancé et financé la Grèce.
bon courage pour le gouvernement d'Alexis Tsipras pour aller chercher un financement à la hauteur de ce qu'a fourni l'Union européenne à la Grèce du côté de Moscou. Nathalie Goulet, pour conclure. Non, pour conclure, je ne sais pas, mais enfin, désolidariser un bloc de pays pour essayer de détricoter les sanctions, c'est quand même une procédure extrêmement classique. Rien d'innovant à ça. Ouais. Très classique. Après, on pourra parler justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, sur cette politique de l'Union européenne qui a fait passer le déficit grec de 120% du PIB à 180% du PIB du fait des mémorandums. Voilà un homme multi-usage. Vous êtes bon sur tous les sujets. Non, j'aurais pas cette prétention. Oui, c'est ça. Quel engagement et quelle formation. Je suis éblouie. Bon. Merci pour ce débat. En tout cas, la crise grecque, c'est aussi quelque chose qu'on a beaucoup suivi à Mediapart. Merci à mes invités, Nicolas Hénin, Nathalie Goulet et Vincent Boulet. Merci. À bientôt sur Mediapart.